Not so long ago, human beings lived in perfect harmony with nature. They would only take what they needed to live, even if Mother Nature was sometimes unkind. This could have lasted forever, but our civilization came, and almost all those populations have now disappeared. Desertification, genocide, assimilation, exile threaten those who are a vital part of mankind's collective memory. We have much to learn from them. Our own survival may well depend upon it. They are willing to teach us, but time is running short, for they are endangered civilizations. Entre Sahara et forêt de l'Afrique de l'Ouest, au centre du Mali, un plateau désespérément vide est coupé du nord au sud, sur près de 250 km, par la gigantesque falaise de Bandiagara. Comme un caprice de la nature, cette paroi stérile et ingrate, haute de 400 mètres par endroit, abrite une civilisation riche, unique en son genre dans toute l'Afrique, les Dogons. Comme beaucoup de minorités isolées, les Dogons ont développé leur structure sociale fondée sur une hiérarchie rigoureuse, des tabous et de légendes, des rites secrets et des initiations, un système de castes. Pour survivre, les Dogons ont dû exploiter toutes les parcelles de terrain disponibles, parfois même la falaise elle-même. Si aujourd'hui les Dogons dansent, c'est pour la célébration d'un mort. Mort d'un homme ou mort de tout un mode de vie. Depuis 500 ans, la population a résisté à tous les assauts, aux pressions de la politique et des armes. Mais aujourd'hui, ce sont les Dogons eux-mêmes qui laissent entrer dans leur vie quotidienne les signes de leur déclin et ceux qu'ils ont si longtemps combattus. Si les Dogons regardaient l'avenir, comme ils regardent la plaine qui s'étend au pied de la falaise, il est probable qu'ils perdraient tout espoir. Mais ils sont un peuple courageux, prêt à se battre pour que leur tradition survive. C'est pourquoi nous avons choisi de vous raconter cette histoire. Assé est un garçon qui a un peu trop vite grandi. Son corps d'adulte lui vaut le respect de ses copains, mais sa voix au perché lui attire parfois les railleries des filles. Assé joue au valet, un jeu qui n'est pas sans ressembler au bagamon. Pangalé est un ancien un peu autoritaire, mais écouté et respecté. Pangalé ne peut faire un pas dans le village sans que des amis ne l'arrêtent pour échanger quelques mots. Et dire bonjour en Dogon prend souvent pas mal de temps. Tiké est jeune et très malin. Tellement malin d'après son instituteur qu'il a été expulsé de l'école.
Les deux jeunes ont souhaité rencontrer le vieux Pangalé qui se fait une joie de les recevoir. Mais pour l'instant, Pangalé n'arrive pas à quitter ses vieux amis. Comme la plupart des jeunes et des moins jeunes, les Dogons ne connaissent pratiquement rien de l'histoire, des traditions, des mythes et des vieilles légendes. Seuls quelques vieux en parlent, mais sans grande compétence. Pangalé, lui, fait partie des initiés et sait beaucoup de choses. C'est pour cela que les enfants l'ont choisi. En tant qu'initié, Pangalé n'a pas le droit de révéler la parole divine, mais il n'a pas non plus le droit de décevoir les enfants. Comment résumer à des enfants la création du monde et 500 ans d'histoire? Vous connaissez Amma, leur dit-il, c'est Dieu. Un jour, pour aider l'humanité et lui porter la parole, il décida de concevoir des jumeaux avec notre mère la Terre. Il la survola et s'accoupla avec elle par une fourmilière. Tout ce qui en sortit était un renard pâle. Amma envoya vers la Terre deux jumeaux, les Nomos. Mais les Nomos ne pouvaient pas communiquer avec les hommes. Alors, 8 ancêtres des Dogons décidèrent de descendre sur Terre pour aider les hommes à dominer les ténèbres et les éléments hostiles. Ils sont innombrables en pays Dogon. Le premier de tous, dit Pangalé, c'est le sable. Un danger constant pour notre survie. Il ne cesse de s'avancer, de réduire la surface des champs, de stériliser nos terres. Le désert envahit la toute petite bande de terre encore fertile que nous pouvons cultiver. En effet, il y a quelques 3000 ans, la région était couverte de végétation. Aujourd'hui, le pays Dogon montre l'image du Sahel. La population ne fait qu'une maigre récolte de mil et de sorgho par an, s'il pleut. Les cultures maraîchères se serrent autour de trous d'eau sans cesse recreusés, mais inlassablement vidés de leur contenu pour sauvegarder les jardins. Le sable se glisse partout et le temps passe. Depuis des siècles, d'autres vagues ont déferlé sur l'inextricable enchevêtrement de rochers au bas de la paroi. Telle une marée lancinante, l'islam partait à l'assaut de la falaise. Les plus virulents furent leurs voisins, les nomades Peuls. Durant des siècles, ils tentèrent d'islamiser la région. Mais les Peuls ne pouvaient livrer bataille à cheval dans ce labyrinthe de pierre. Bien à l'abri dans leur forteresse naturelle, les Dogons repoussèrent ces guerriers à cheval devenus malhabiles et restèrent fidèles à leur religion animiste. L'islam resta aux portes du pays Dogon jusqu'au jour où les Dogons décidèrent eux-mêmes de le laisser entrer. Beaucoup de Dogons se convertissent, construisent même des églises et des mosquées. Mais alors, que devient la tradition ? Les greniers à mille cachent presque les maisons. Ils sont de véritables coffres-forts abritant la fortune de la famille. Mais aujourd'hui, les coffres-forts sont presque vides. Dans les années 70, 3 terribles sécheresses vidèrent les quelques réserves encore disponibles. Alors, pour survivre, les Dogons ont tout vendu. Les portes de grenier, les statuettes, les masques sacrés partirent chez les antiquaires en mal d'art africain.
Heureusement, aujourd'hui, quelques riches propriétaires font renaître l'activité artisanale, passent commande d'objets traditionnels ou embauchent les derniers sculpteurs compétents pour rendre au village ses décorations originales. La maison, ou plus exactement la forme de la maison, n'est pas conçue par hasard. Elle a la forme d'un homme assis, les mains posées sur les genoux. En pays d'Ogon, il faut parler de concession. Les greniers, la basse-cour, la maison elle-même font partie de la concession. Les Dogons appellent ces maisons des guinas, dirigées par le plus ancien de la lignée. Pangale s'arrête un instant dans la guina pour raconter aux enfants une histoire qui lui semble s'imposer. Pour aider les hommes, le premier des 8 ancêtres Dogon construisit une arche qui avait exactement la même forme que ce vieux panier. Sur chaque côté de l'arche se trouvait un escalier, de ce côté. L'ancêtre plaça les hommes et les poissons, ici les animaux domestiques, de ce côté se trouvaient les oiseaux, sur le dernier côté étaient les animaux sauvages. Mais le premier ancêtre voulait emporter tout le matériel pour fabriquer des outils. Alors, au sommet de l'arche, il plaça tout un matériel de forge. Le forgeron. Il est considéré comme un descendant du premier ancêtre car il détient le secret du travail du fer. Bien des interdits concernent le forgeron. Il ne peut battre l'enclume après la tombée du jour. Il ne peut se marier qu'avec une femme de sa caste. Jadis, sa maison était située loin du village, tant ses pouvoirs étaient considérés comme puissants. Il est un personnage incontournable de la société. Juste avant de descendre sur terre, le premier ancêtre vola le feu aux dieux et le cacha dans l'arche. Le Nomo, très en colère, lança la foudre contre l'arche qui chuta lourdement. Pendant la descente, l'ancêtre s'était saisi de l'enclume. Dans le choc, l'enclume lui brisa les bras et les jambes et créa les articulations. L'ancêtre pouvait travailler. Il devint forgeron. Être Dogon, dit Pangale aux enfants, c'est connaître la double signification de tout ce qui nous entoure. Quelques Dogons ont été initiés au vrai secret de notre tradition. Ce sont les Ulubarou. Ils peuvent tout expliquer, mais ils ne doivent pas raconter. Je vais quand même vous en raconter un peu plus. Pangale emmène Assé et Tiké un peu plus haut dans le village. Le filage de la laine et du coton est imparti aux femmes. Leur quenouille est munie d'une boule dont les vieux disent qu'elle est une étoile que les femmes cueillaient dans le ciel pour endormir les enfants.
Le tissage est un métier à part entière dévolu aux hommes, comme s'ils appartenaient à une caste différente. De vieilles légendes Dogon racontent même que la chaîne du tissage défile entre les doigts des tisserands comme la parole divine défile entre les dents de l'ancêtre. Dans la partie supérieure du village se trouve la case à palabres, le Tuguna, où se réunissent les vieux du village pour discuter des petits problèmes de la communauté. Pour l'instant, seul un vieux cordier roule inlassablement des fibres de baobab. Une tâche généralement réservée aux très anciens. Les femmes se voient astreintes aux corvées les plus dures pour fabriquer les poteries que l'on nomme ici les canaries. Les femmes extraient l'argile à plus de 2 mètres de profondeur par endroit. La glaise est ensuite confiée aux vieilles qui lui donnent cette forme arrondie pour économiser du poids et cette épaisseur soigneusement calculée pour garder la fraîcheur et conserver les aliments. L'une des dernières sources juste au pied de la falaise. Les autres sont taries. Pour s'approvisionner en eau potable, les femmes s'organisent en noria verticale sur plusieurs centaines de mètres. Les marigots du bas de la falaise sont insalubres, même s'ils servent encore pour la lessive et l'arrosage. Alors, les habitants désertent cette partie du village pour s'installer dans la plaine. Assez étiqués n'ont pas terminé leur découverte pour autant. Adossées à la paroi se cachent les plus anciennes habitations Dogon. Les minuscules maisons semblent encore se défendre contre un éventuel envahisseur. On comprend pourquoi le pays Dogon resta inaccessible pendant des siècles. Mais les Dogons n'étaient pas les premiers habitants de cette falaise. À mi-paroi, d'autres habitants occupaient la falaise dès le Xe siècle, les Telem. Comment circulait-il dans cette falaise? Certains Dogons prêtaient aux Telem des pouvoirs magiques. Ils pensaient même que les Telem volaient. Aujourd'hui, les habitats Telem servent de grottes funéraires aux Dogons. Ces tombes collectives font l'objet d'interdits impitoyables. Malheur à celui qui tente de s'en approcher. Pourtant, à quelques mètres des tombes, des personnages qui semblent être les héritiers directs des Telem font de la falaise leur gagne-pain quelques jours par an. À l'aide d'une seule corde et d'un ingénieux système de perche, ils risquent leur vie en se hissant du bout des doigts et du bout des pieds jusque dans les coins les plus inaccessibles de la paroi. La corde en fibre de baobab est enroulée à tâtons sur des piquets de bois sans âge, plus ou moins solidement calés dans des failles minuscules. Certains affirment que ces piquets sont millénaires, d'autres qu'ils sont centenaires.
Toujours est-il qu'ils sont incroyablement branlants et risquent de céder à tout instant. Quelques minutes plus tard, le plus âgé parvient à se hisser sur un minuscule promontoire laissé là par les Télèmes. La traversée se poursuit sur plusieurs dizaines de mètres. Autour d'eux, les pigeons et les chauves-souris prennent peur, quittent leur nid et entament une ronde étrange dont l'écho se répercute à l'infini vers les villages en contrebas. Que sont-ils venus faire jusqu'ici? Chercher un trésor? Piller une tombe? Organiser une cérémonie secrète? Chasser un animal rare? Non. Ces hommes ont pris tous les risques pour récupérer un peu de la fiente des milliers de pigeons qui nichent dans les habitations abandonnées les plus inaccessibles de la falaise. Ce guano sert à la fertilisation des cultures. Le butin est modeste, quelques francs tout au plus. Le prix de la vie d'un être humain est parfois dérisoire. Le début de la saison sèche est traditionnellement la saison des oignons. Leur exploitation est l'un des seuls moyens pour faire entrer un peu d'argent liquide dans les familles les plus démunies. L'oignon produit par les Dogons est très prisé. Les paysans exploitent non seulement le bulbe, mais aussi la tige de la plante. Les vieilles confectionnent enfin de petites boulettes, vertes ou blanches, qui, après avoir séché au soleil, sont exportées dans toute l'Afrique de l'Ouest. Assez étiqués, ont demandé aux vieux Pangalais de devenir des Ulubaru, des initiés au rite secret des Dogons. Pangalais est bien embêté par cette demande, car la cérémonie d'initiation est réservée à un très petit nombre de gens qui sont soigneusement choisis dans le village. Cette cérémonie se nomme le Sigi, mais un Sigi n'a lieu que tous les 60 ans. Pangalais ne veut pas décevoir les enfants et décide de prendre la vie des anciens du village. À n'en pas douter, tous les vieux seront là car aujourd'hui est un jour de cérémonie. Les enfants n'ont pas le droit de participer au débat se tenant dans la case à palabres. Pangalais évince gentiment les deux garçons et leur demande d'aller chez le forgeron prendre un outil qu'il a fait préparer. Tous les vieux amis de Pangalais sont là, et le vieux sage se doit de leur montrer son respect.
Pangalé explique son affaire, le grand intérêt que portent les deux gamins à la tradition Dogon, leur envie de devenir des Ulubaru. Bref, pour une fois, Pangalé leur demande conseil. Les vieux sont pour le moins perplexes. Les enfants arrivent chez le forgeron. Il est le dernier dans le coin. Beaucoup d'habitants ont quitté les villages du haut pour trouver de meilleures terres dans la plaine. Et les forgerons les ont suivis. Sans forgeron, un village perd une grande partie de son âme et toute sa tradition. Les anciens sont bien embêtés pour répondre à Pangalé. L'un d'entre eux se décide enfin à donner un avis. Le conseil des anciens ne traite que des problèmes pratiques du village, pas des aspects religieux. Les vieux décident donc de ne rien décider et recommandent à Pangalé d'aller voir le sage des sages, celui dont c'est vraiment le rôle, le grand Ogon de Haru. Les vieux se dépêchent de rejoindre la fête qui réunit tout le village dans une célébration pétaradante. Avant chaque funéraille, les hommes tirent des coups de feu devant chaque maison pour en écarter l'âme des morts. Tout cela pour discuter plus tranquillement du déroulement de la cérémonie. À cette occasion, les hommes ressortent de vieilles escopettes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes avec tout ce qui leur est tombé sous la main. Ils ont aussi fabriqué la poudre et l'amorce. Le résultat n'est pas sans risque pour les acteurs. Certains fusils explosent, d'autres font long feu ou s'enrayent. La cérémonie est abondamment arrosée et Pangalé ne fait pas d'exception à la tradition. Le mot Ogon signifie celui qui dit la loi. Le grand Ogon est le chef de tous les Ogons de village. Il est le détenteur de la tradition. Il arbitre tous les différends lorsque personne dans le village n'y est parvenu. Il est le dernier médiateur avant que l'on ait recours à la justice de l'État. Ses décisions irrévocables sont respectées par tous. Le Ogon de Haru est le dernier habitant de son village. Tous les autres sont partis dans la plaine.
Il ne peut sortir de chez lui, ni marcher pieds nus. Le jour de son élection, il a été porté vers cette maison et il n'en sortira que le jour de sa mort. Un protocole strict doit être respecté et les salutations traditionnelles des Dogons prennent ici toute leur dimension. Le Hogon est tenu au courant de tout ce qui se passe dans la falaise par un assistant qui doit veiller au respect des décisions de son maître. Une tâche harassante pour le vieil homme qui, pour une fois, ne servira pas d'intercesseur pour Pangalé. Le Hogon connaît déjà l'embarras de Pangalé, mais il le laisse parler un instant avant de faire entrer les enfants. Tuna ya bon. Tuna bongo. Biamna ordon idoma ordon giagi. Unu kon yoy. Yo. Unu be bonon la. Na unu yagi yo. Unu ya yo. Oi. Niger. Oi. Jammo. Yeah. Ye be shabo. Na be shabo. Ba ji kan ishara. Tare. Jami shai. Kono wale. Jami shai. Uru doy. Uru doy. Yo so ba denebe. Le chef spirituel donne enfin son avis. Si les enfants veulent connaître la tradition Dogon, qu'ils partent chercher l'arche du premier ancêtre qui est tombé au-delà du fleuve. Le fleuve, c'est le Niger. Les enfants ne connaissent pas Mopti, la capitale du pays Bozo. Dans la tradition Dogon, le renard pâle, l'enfant terrible de Hama et de la terre, ne peut parler avec les hommes, mais il peut leur répondre. Les Dogons ont imaginé des tables pour l'interroger. Une douzaine de rectangles tracés sur le sable sont ornés de petits bâtons et de motifs géométriques représentant les différents aspects de la vie. La maison, la santé, l'argent, l'amour, la famille, les voyages sont symbolisés sur cette table. L'interprétation des traces de pattes, des bâtons renversés, constitue les réponses du renard. Une poignée de cacahuètes jetées sur la table doit attirer le renard pendant la nuit afin qu'il apporte ses réponses. Ce matin-là, pas de chance. Le renard pâle n'a pas daigné répondre à Pangalé. Assez étiqués, qui ont déjà le sens des affaires,
décide de faire un tour au marché pour acheter quelques oignons et gagner un peu d'argent en les revendant sur le marché de Mopti. Nos 3 pèlerins de l'Arche embarquent pour une aventure d'une centaine de kilomètres. Le vieux taxi brousse, arborant le nom du village, comme une compagnie aérienne, est le seul véhicule pour rejoindre la capitale Bozo. La femme de Bangalé l'accompagne pour faire quelques emplettes, car le poisson, la viande, le sel manquent souvent au pays d'Ogon. Elle en profitera certainement aussi pour s'acheter quelques babioles. Coquettes les femmes d'Ogon, coquettes et très indépendantes. La femme d'Ogon a un statut privilégié pour l'Afrique et ne manque pas l'occasion de le faire sentir. Bien que la polygamie soit encore répandue, la femme d'Ogon dispose de ses biens et les gère. Souvent même, elle choisit son mari et peut même le quitter s'il la maltraite, le rendant ridicule auprès de sa famille et de ses amis. Mopti, la capitale du peuple Bozo. Les Bozos sont les maîtres du fleuve Niger. Ils en connaissent les moindres recoins. Ils vivent pour et par le fleuve. Leur habitat se limite à un abri de paille, fixé sur la pirogue lorsqu'ils émigrent, déposé sur la berge lorsqu'ils pêchent. Cette hutte résume toute la précarité de leur vie quotidienne. Avec de minuscules poissons semblables à des poissons-chats, les Bozos font de Mopti l'un des grands ports de l'Afrique de l'Ouest. Nuit et jour, au filet, au piège ou à l'épervier, remontant et descendant inlassablement le fleuve en fonction de la hauteur des eaux, les Bozos traquent le silure, le préparent et le fument avant de l'exporter dans toute l'Afrique. Régulièrement, des pirogues lourdement chargées de calebasses pleines de poissons rejoignent la darse du port. 20 000 tonnes de poissons transitent chaque année par Mopti la musulmane, le véritable poumon économique de la région. Mais il ne vend pas à Mopti qui veut.
S'ils veulent faire du commerce, trouver du travail ou un poste dans l'administration, les Dogons sont quasiment obligés de se convertir. De plus en plus de Dogons deviennent musulmans pour commercer et doivent renoncer à leur culte animiste. Assez étiqués aussi seront peut-être obligés de se convertir un jour. Mais pour l'instant, les deux enfants sont bien décidés à se faire un peu d'argent de poche, Dogons ou pas, musulmans ou pas. Les Dogons et les Bozos sont des cousins de cœur. Jadis, lorsque les Dogons fuyaient vers l'est, les Bozos les aidèrent à traverser le fleuve pour échapper à leurs poursuivants. Une légende raconte même que leur amitié était si grande qu'un notable Bozo confia l'éducation de son fils à un Dogon. Alors qu'une famine sévissait, le Dogon se coupa une jambe pour nourrir l'enfant. Depuis ce jour, les Bozos ne peuvent, paraît-il, rien refuser aux Dogons. Pangalé, lui, n'a pas une âme de commerçant. Il laisse les enfants s'installer au marché et va faire un tour au bord du fleuve. Il vient à l'idée de Pangalé de traverser le Niger. Les Bozos doivent tant au Dogon que Pangalé avise un pêcheur et lui demande de traverser, gratuitement bien sûr. Le Bozo refuse. Pangalé raconte l'histoire de la jambe coupée, mais le ton monte. Pangalé insiste et s'installe sans hésiter dans la pirogue juste à côté. Le pêcheur est furieux, mais pousse la pirogue vers le large. Pangalé semble avoir gagné son pari, mais les piroguiers s'en mêlent, prennent Pangalé à partie et le traitent de tous les noms d'oiseaux. Ils le ramènent sur la berge. Pangalé ne traversera pas le fleuve aujourd'hui. Le vieux Dogon reste planté là, sur sa berge, honteux de sa mésaventure. Lui, Pangalé, qui appartient à la caste secrète des voleurs, n'a même pas été capable de rouler un bozo. Pangalé n'est pas un vrai voleur, bien sûr, mais il est né dans cette caste. Et chaque fois qu'il y a un décès dans la caste, Pangalé danse avec ses congénères, puis doit chaparder le soir même quelque chose dans le village. Un poulet, un mouton, c'est la tradition. Si le voleur est pris sur le fait, les villageois le poursuivent avec de vrais bâtons. Autant dire que Pangalé a eu le temps de s'entraîner. Lui, le vieux Pangalé, se fait rouler par un bozo. Quelle misère!
Les enfants sont déjà de retour. Ils ont tout vendu en quelques instants et ont bien gagné leur journée. Mais Pangalé est contrarié de devoir leur expliquer qu'ils ne traverseront pas le fleuve aujourd'hui. Le vieil homme se lance alors dans une grande explication sur le fleuve Niger qui symbolise pour les Dogons la parole fluide du Nomo, difficile à comprendre, comme ce fleuve est difficile à traverser. L'arche est peut-être de l'autre côté de ce fleuve, faut-il la découvrir pour croire en sa réalité? C'est à cet instant que les deux filles, venues avec le taxi brousse, retrouvent les deux garçons et leur proposent d'aller faire un tour. L'occasion est trop belle pour assez étiquer. Et Pangalé congédie ce petit monde. La tradition des Dogons coureurs de jupons, elle au moins, est bien vivace et ne devrait pas se perdre. Et cela fait bien rire Pangalé. Pangalé est heureux que ces garçons soient venus le voir pour lui poser toutes ces questions sur les croyances de leur pays. Il y aura peut-être un Sigui en 2027, mais Pangalé ne le vivra pas. Mais il y aura encore de nombreuses fêtes pour honorer les anciens et les ancêtres. La plus belle de toutes est certainement le Dama, la levée du deuil qui a lieu 4 ans après un décès. Dans un premier temps, les vieux ne semblent pas s'intéresser à ce qui se passe à quelques mètres d'eux. Car, pour l'instant, ce sont les femmes qui tiennent le devant de la scène. Et plus exactement, les femmes supérieures. Les masques des femmes supérieures ouvrent la cérémonie, en mémoire du temps où elles dominaient leur monde. Un peu à l'écart, une vieille femme danse tenant à la main une cuillère identique à celle des masques. C'est la sœur des masques qui seule a le droit de les approcher et leur donner à boire. Les masques, ce sont eux qui ont apporté la mort sur Terre. Nul ne doit savoir qui se cache derrière ces faces de bois sculptées par ceux qui appartiennent au clan des danseurs, sous peine d'un grand malheur. Le masque paysan goitreux, le petit lapin, les gazelles, les jeunes filles seront là et peut-être même de nouveaux masques inventés par des danseurs imaginatifs. Les masques des maisons à étages sont hautes de plusieurs mètres. Elles rappellent les 8 ancêtres descendus sur Terre et exécutent encore ce balancement magnifique à rompre le cou du danseur avant de se joindre au manège. Les Kanagas, masques symbole de l'homme Dogon debout, balayeront le sol de leur force et de leur fierté.
Les tourterelles, perchées sur leurs échasses, entameront leur ronde fragile autour des musiciens. Enfin, les plus vieux se lèveront pour narguer ce que ces masques représentent, l'arrivée de la mort sur Terre et la séduction de leur âme. Ces vieux-là sont bien vivants. Et c'est après, mais seulement après, que le chef des masques fera face à ceux qui ont séduit les âmes des défunts pour leur demander de toutes les emmener loin du village. Et les masques disparaîtront, comme ils sont apparus, par la magie de l'esprit. De tout cela, Pangalé est convaincu. Au bord de l'immense falaise qui domine le fragile édifice de leur tradition unique en Afrique, Assé et Tiké ont rejoint Pangalé. Malgré la pression de l'islam, malgré la disparition des champs, malgré le départ des forgerons et l'exil des jeunes, le pays d'Ogon survivra. Alors, tous les espoirs sont permis.